À cet nouvel épisode d'Entre nous estival, je reçois l'auteur Lova Niambe Basson qui nous parlera d'amour, de mariage mixte et plein d'autres choses encore. Restez avec moi. Comme je l'ai dit, je reçois l'auteur et conférencière Lova Niambe Basson qui a à son actif 5 ouvrages. Mais aujourd'hui, on a décidé de se focus sur 3 de ces ouvrages. Et le premier dont on va parler, Lova, il est intitulé, je vais le lire, hein, Nous étions un 23 juillet. Première question, le 23 juillet, ça signifie quoi pour toi? Ça représente quoi pour toi? Alors, rien du tout. Rien du tout? Ok, ok. Oui, parce que je m'attendais à cette question. On me l'a posée plusieurs fois. Mais en réalité, ça ne signifie rien. Ok. Cela dit, j'ai un frère aîné qui est né un 24 juillet. Coïncidence? Coïncidence, oui, Ok. parce que si tu veux, même quand j'écrivais, il me fallait juste une date. Et j'ai donc choisi le 23 juillet au hasard. Ok. Cela dit, j'ai reçu plusieurs notes de lecture de personnes qui disaient que le chiffre 23 revenait beaucoup dans ce livre particulièrement. Moi, je n'avais pas fait la remarque. C'est après que je me suis dit, waouh, ok, je dois avoir quelque chose avec le chiffre 23, mais pas forcément juillet. On va commencer avec ton premier ouvrage qui est celui dont je viens de parler tantôt. Pour moi, un auteur, c'est quelqu'un qui a envie de, pour moi, hein, guérir les autres. Quelqu'un qui a envie, qui se permet de se libérer pour pouvoir aider les autres. Je pense que tu étais dans cette lancée-là quand tu as commencé ton parcours d'écrivaine. Alors, oui Et et non. non. Ok. Oui et non. Parce que pour moi, l'écriture est avant tout un exutoire. Ouais. Donc même avant d'être publiée, j'avais pris l'habitude d'écrire. Et c'était jamais pour les autres, c'était d'abord pour moi. Et je pense que ça a toujours été pour moi d'abord. Il y a toujours eu comme quelque chose à l'intérieur de moi. J'appelle ça un cri aujourd'hui. Un cri qui te dit, écoute, il faut juste que tu écris, il faut juste que tu libères la Déverse, plume, il faut ouais. juste que tu déverses. Puis après, c'est après que je prends les décisions sur mes textes. Après, je me dis, est-ce que je vais le faire publier? Est-ce que je vais le garder pour moi? Est-ce que ça va rester pour toujours dans mes tiroirs? Alors, donc, de ce point de vue, non. Maintenant, après, au bout de mon 3e ouvrage, je me suis rendu compte, en fait, que ce que j'écrivais parlait beaucoup aux gens. Parce que je suis une adepte, j'ai envie de dire, de la non-fiction. Et forcément, même quand on ne parle pas de soi et qu'on raconte des histoires qui ont été vécues par des autres, c'est très facile que le lectorat s'identifie d'une manière ou d'une autre. Et forcément, on se connecte à mes personnages ou à moi en se disant waouh, j'ai aimé ce que tu as écrit, je me suis retrouvée. Et parfois, j'ai écrit des histoires sur des autres, sur des histoires que j'ai entendues ou des histoires que j'ai vécues, mais par personne interposée. Et là, tu as des gens qui vont quand même venir te dire « Ah non, j'ai beaucoup aimé ton histoire, vraiment, je suis désolée pour ce que tu as dit. » Je dis « C'est pas moi. » C'est pas moi. Mais voilà, apparemment, c'est ça. Moi, j'ai compris là-dedans que la non-fiction permet forcément à des gens de s'identifier. Et ça les rassure un peu de savoir que je ne suis pas seule à vivre, je suis pas seule. Il y a un auteur, il y a une autrice qui est passée, qui a vécu les mêmes expériences. Alors, tu parlais du fait que tu écrivais pour toi et je me rappelle une entrevue que j'ai eue avec quelqu'un qui parlait d'écriture aussi, qui disait qu'il écrivait et qu'il brûlait ce qu'il écrivait parce que c'était juste, je me libère, personne n'a besoin de lire, je le mets au feu. Mais toi, de passer de quelqu'un qui écrit pour toi-même, pour soi-même, à être publié, ça a dû te prendre un certain courage parce que, veux pas que ce soit histoire d'une personne interposée et tout, et tu t'ouvres au monde. Oui. Les gens vont te voir sous un nouvel angle. Oui, oui. Alors, courage... Pas vraiment? Non. OK. Oui, pas courage, parce que je n'avais pas conscience de ce qui m'attendait. OK, tu n'avais pas conscience. OK, Ouais, c'est OK. ça. Donc, il faut dire que tout part déjà du fait que j'ai beaucoup écrit avant d'être publiée. J'ai commencé à écrire à l'âge de 9 ans. Et puis, j'ai commencé par un journal intime, donc tout de suite la non-fiction, tout de suite moi. Donc forcément, la guérison, l'exutoire. J'ai envie, comme l'écrivain dont tu parlais tantôt, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de me libérer, j'écris. Mais moi, je consignais tout dans un journal intime, voilà, et ça me plaisait.
de revenir des années plus tard pour constater le progrès que j'avais fait. Là, tiens, ça me rappelle même le développement personnel. Oui. Parce que voilà, c'était du travail que je faisais sans même me rendre compte du travail sur moi. Et puis, ce premier ouvrage, en fait, ce qui se passe, c'est que à la base, c'est vrai, j'ai fait un bac en journalisme et en création littéraire. Donc, on nous a vraiment appris à écrire, vraiment. J'aime pas ça parce qu'on n'apprend pas à écrire, je ne le crois pas. Ne dis pas que je l'ai dit, mais voilà. Je ne pense pas qu'on apprend Mais tu penses qu'on l'a tout simplement. Voilà, c'est ça. On Maintenant, on on peut travailler, perfectionner un don ou des choses comme ça. Donc en faisant ces cours de création littéraire, je savais un peu théoriquement ce qu'il fallait faire quand on voulait être publié et tout. Et même après ce bac, jamais dans ma tête je n'allais écrire pour être publiée parce que ça ne m'intéressait pas. Il y avait des gens qui étaient tombés sur des textes que j'avais écrits et qui me disaient mais toi tu écris super bien, tu devrais te faire. Et ça ne m'intéressait absolument pas. Et je me souviens que je répondais d'ailleurs et on me disait tu pourrais être écrivaine et moi je disais mais je suis déjà écrivaine parce que pour moi écrivaine c'est pas quand tu es publiée. Écrivaine c'est que tu écris, tu vois. Et écrire chez moi franchement là c'est même un peu compulsif. Il n'y a pas un jour de ma vie où je n'écris pas. Ça n'existe pas. Même si c'est juste une ligne, tu vois, c'est ça. C'est naturel, c'est là, c'est à l'intérieur de moi. Il faut que j'écrive. Donc, ce qui se passe, c'est que le déclic pour ce livre, en fait, pour ce livre qui est publié pour la première fois, c'est que un soir... Ça fait combien d'années déjà? Beaucoup. 5, 6, 7. Attends, il a été publié pour la première fois en 2013. 2013, ben, ça nous fait 10 ans. Voilà. Wow, ok. J'avais même pas compté, tu vois. Il fallait que je sois là pour compter. Donc là, le déclic, un soir... Un soir, je lisais j'avais fini de lire un roman d'une grande écrivaine sénégalaise qui n'est plus, Mariam Abba, Une si longue lettre. J'en avais tellement entendu parler, mais je n'avais pas lu. Et donc, je ne sais pas, je crois que c'était dans un cours que je prenais. Et on m'a demandé, c'était obligatoire que je le lise. Et moi, je lisais là vraiment juste pour faire ma critique et dire j'ai lu. Puis là, je lisais, j'étais captivée. Je lisais et c'était la première fois en plusieurs années que j'ai terminé de lire un livre en moins de 2 heures. Et je me suis dit, waouh, il était 22 heures, je n'oublierai jamais 22 heures passées. Quand j'ai fini de lire ce livre, je me suis dit, bah, si écrire pour être publié, c'est ça, eh bien j'ai trouvé ma voie. Je dois écrire et j'ai un message. Et là, je suis montée, j'ai pris mon ordinateur portable, je suis montée, j'avais une salle de travail. Tu as commencé à écrire? Et j'ai commencé à écrire. Et mon compagnon, à l'époque, c'était le moment d'aller se coucher. Et je lui dis, je m'en vais écrire. Il est quelle heure? Je dis, non, je vais écrire. Et il me dit, mais je dis, non, là, je crois que j'ai mon histoire, je vais écrire. Et cette fois-ci, je vais être publiée. Et là, il me regarde, il dit oui. Parce il savait que j'avais plein de manuscrits que j'avais commencé et qu'il n'y avait pas. Et là, il me fait oui, oui. Donc, il n'y a pas cru, quoi. Et je me suis levée, je suis allée écrire. Et je ne me suis pas arrêtée. Ça s'est fait pendant 3 mois. Chaque soir, je me retrouvais... Enfin, quand je m'éloignais de mon texte, il y avait quelque chose qui me manquait. Oh. Personne ne m'a poussé, rien du tout. Ça venait de l'intérieur. C'était un appel, c'était un appel, voilà. Moi, j'appelais un cri, en fait, à l'intérieur de moi. Il fallait que j'aille écrire. Et je n'ai pas abandonner mon texte jusqu'à ce qu'il soit fini complètement. Ça m'a pris 3 mois et c'était fini. L'auteur, là, être auteur, pour moi, ça demande beaucoup de résilience aussi. Et puis, comme tu as dit, c'est un appel. Si tu n'es pas appelé à écrire, ben, au niveau de la 2e journée, là, tu vas juste déposer ton stylo et puis c'est terminé. Et ce même soir-là où tu as décidé, 10 ans en arrière, d'écrire sur cet ouvrage qui a été publié pour la première fois, pourquoi tu as choisi de parler du mariage mixte, d'amour, de mariage mixte et tout, surtout pour un premier ouvrage? Une très belle question. Peut-être parce que j'avais été influencée d'abord par tout ce que j'avais lu sur le plan scolaire, sur le plan académique. J'avais lu beaucoup d'écrivains issus de l'immigration qui s'étaient européanisés ou américanisés, mais d'origine africaine. Moi, je suis d'origine africaine. Qui dépeignait comment je vais dire ça, les mots de nos sociétés, en fait, tu vois, et les mots liés à l'immigration, parce que je ne parle pas juste de mariage mixte aussi, je parle d'immigration et des choses comme ça. Et il y a des endroits, même si c'était de la non-fiction, parce que là, lui, c'est un roman, et c'est un roman, c'est de la non-fiction,
même si c'était de la fiction. Et là, mon premier ouvrage, c'est un roman, donc c'est forcément de la fiction. Je faisais comme mon lectorat aujourd'hui. J'avais l'impression que je lisais leurs histoires à travers les histoires qu'ils nous racontaient, qu'ils voulaient fictives. Et je me suis dit, mais ce serait un bon moyen de sensibiliser, de parler, de partager son vécu, même le vécu des autres, pour attirer l'attention du monde qui me lirait et leur dire, voilà, voici les problèmes réels de la société. Et c'est quoi que ça relève quand tu parles de problèmes de la société concernant les mariages mixtes? Alors, mariage mixte... Surtout qu'on est au Canada, écoute, la population devient de plus en plus multiculturelle. On aime le dire, mais écoute, ça vient avec des métissages incroyables. Avec beaucoup de métissages et beaucoup d'incompréhension et beaucoup de différences aussi. Oui. Et beaucoup de différences culturelles. Donc, et ça peut être un problème réel où des gens s'aiment vraiment de tout leur cœur, mais il se passe que culturellement, on est à l'opposé et ça demande beaucoup de travail sur soi, beaucoup de compréhension de l'autre, beaucoup d'acceptation de l'autre pour pouvoir avoir un couple réussi. Je veux juste mettre une parenthèse même pour dire que quand on parle de mariage mixte ici, on ne parle pas forcément par exemple d'une personne canadienne de souche et d'une personne africaine, haïtienne ou je ne sais quoi d'autre. Tu sais, même ici, là, vu qu'on est dans un pays où est-ce qu'il y a beaucoup d'immigration, ça peut être moi, une Ivoirienne qui va tomber en amour avec quelqu'un qui vient du Nigeria. Oui. C'est le même continent, mais on est tellement différents que ça pourrait ne pas fonctionner. C'est ça, ça pourrait ne pas fonctionner quand on ne fait pas le travail une fois de plus. Et le travail, c'est déjà l'acceptation de l'autre. Et puis, pour moi, je ne suis pas spécialiste des mariages mixtes là, mais c'est une question sur laquelle moi, j'ai éprouvé le besoin de me pencher. Parce que, et là, je parlais vraiment de mixité blanc-noir, oui. Parce que c'est un problème aussi, je ne vais pas dire problème, c'est un sujet qui n'est pas prêt d'être, qui n'est pas encore résolu. Ça, c'est la racine. Et puis, en plus, après, tu sais, il y a les embranchements. Et puis, les enfants, le métissage. Voilà. Je me trouve où? Je suis blanche, je suis noire. C'est ça. On m'accepte ou on m'accepte pas. C'est ça, on m'accepte ou on m'accepte pas. Moi, mon fils, par exemple, qui est métisse, me dit, ici, ils disent half. Bon. Je suis moitié-moitié. Voilà, moitié-moitié. Donc, lui me dit, au départ, tu sais, il était tout innocent. Donc, quand on parlait de couleur, il disait, mon père est blanc, ma mère est chocolat, moi, je suis caramel. Maintenant, ça commence à changer. Et je ne le lui ai pas dit, tu vois. Il a commencé à me dire, pourquoi les gens disent que je suis noire? Bon. Okay. Tu vois, lui se voit caramel, tu vois, et là, on lui dit qu'il est noir. Et lui, il voit la différence entre moi qui suis noire et lui qui est caramel, tu vois. Donc, oui, c'est beaucoup plus profond. Et c'est un sujet super délicat qui mérite d'être abordé. C'est un sujet qui a été abordé depuis la nuit des temps et il n'y a pas encore de méthode, tu vois, pour dire, OK, si on se met dans un mariage mixte, ça va fonctionner comme ça va. Mais moi, j'ai parlé de ça parce que je voulais apporter, pas mon expérience, mais ma vision, en fait, tu vois. Parce qu'on peut être nombreux à parler des mariages mixtes, d'autres vont parler de comment je vais dire ça, de la nourriture, de la découverte culinaire et autres. Culinaire, oui. Tu vois, et puis d'autres vont parler des habitudes, de la tradition. Tiens, il n'y a pas longtemps, je parlais avec un ami qui me disait qu'il avait été marié à une Ukrainienne. Une Ukrainienne? Oui. Écoute, je vais te garder avec moi. Je pense que ça, c'est une histoire qu'on devrait écouter de très près. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Puis, c'était le fun? Regarde l'auto. C'est pas celle-là dont tu me parlais l'autre fois?
De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je continue ma belle discussion sur les mariages mixtes avec l'auteur Lova Nyambe Basang qui a écrit cet ouvrage intitulé « Nous étions un 23 juillet » où est-ce qu'on parle d'immigration, puis comme j'ai mentionné tantôt de mariage mixte. Puis tu me disais avant la pause que tu as un ami qui t'avait fait une petite confidence. Excusez-nous l'ami, mais ça peut peut-être aider quelqu'un qui s'est marié avec une Ukrainienne. Oui, alors il s'est marié avec une Ukrainienne. Et il m'a dit quelque chose un modèle en fait, qui m'a inspirée, tu sais, on ne sait jamais, oui. Si jamais je me marie avec un Ukrainien. Alors, lui, le modèle, c'était culturel. Donc, il lui a expliqué, parce qu'il est africain, pareil, il lui a dit, écoute, chez nous, là, nous, on comprend l'émancipation de la femme et des choses comme ça. Mais quand on a du monde à la maison, c'est le plaisir de l'homme que sa femme serve, tu vois, qu'elle serve à boire et des choses comme ça. Et c'est pas dans un but de te rabaisser. C'est ça, c'est juste comme un honneur. C'est comme ça démontre que ta femme a de bonnes manières, elle vient d'une bonne famille, elle sait servir, elle sait tenir la maison, et puis recevoir ses invités. Voilà. Et donc, elle, culturellement, c'était comme oui, ça peut se faire, mais c'est pas obligé. Donc l'homme peut servir pareil, tu vois. Et ils ont trouvé un compromis. Ils se sont dit, quand son monde à elle arrive, c'est lui qui sert. Et quand son monde à lui venait, c'est elle qui servait. Ouais. J'ai trouvé ça magnifique en fait. C'est ce que tu disais, il faut trouver un compromis, il faut trouver des manières de se comprendre, de se parler et puis de faire fonctionner les choses. Exactement. Moi j'ai trouvé ça, j'étais comme waouh, tout le monde, tous les couples mixtes devraient faire ça. Mais en même temps, il y a des problèmes plus sérieux. Ben oui, c'est sûr. Et des défis plus sérieux, je devrais dire, dans les couples mixtes. Et c'est parfois la compréhension de l'autre, tu vois, les blagues par exemple. Moi j'ai entendu plein de personnes. Ah, ok. Tu sais que les Ivoiriens, ils ont un langage très taquin. Puis j'ai une connaissance qui me parlait aussi. Il était avec quelqu'un, une personne, je ne sais plus de quelle origine, là, mais il a dit, tu sais, nos blagues là, comme tu vas être en train de me parler, puis je dis, oh, arrête là. Genre, c'est juste, oh, arrête, c'est juste, je suis en train de... C'est pas parce que j'ai pas envie de t'écouter, c'est juste parce que, bon, sur le coup, je suis comme, arrête de me taquiner, arrête de m'emmerder. Oui. C'est pas méchant, mais la personne ne le comprenait pas jusqu'au point, ils sont allés en thérapie de couple. Puis là, ils ont dessiné le problème comme, vous parlez pas le même langage. C'est ça, c'est exactement ça, tu vois. Tu parlais de taquin, moi je suis d'origine camerounaise et c'est pareil, on est super taquin. Et moi-même d'ailleurs, il y a des Camerounais qui me disent, non mais toi, t'es trop blanche, quoi. mais dans le sens que ils estiment que je ne me suis pas acculturée, mais je ne comprends plus très bien toutes les expressions. Oui, donc du coup, quand on me dit, voilà, moi je suis un peu susceptible, pourquoi tu as dit ça, pourquoi tu vois. Et c'est une fois, un ami, pareil, on discutait, et je ne sais pas ce qu'il m'a dit, et... Voilà, je crois qu'il avait posté quelque chose et il savait que c'était les textes dont je raffolais. Je lui dis, mais pourquoi tu m'as pas envoyé ça d'abord? Et lui qui me répond, mais c'est quoi cette agression? Il me dit, tu m'agresses directement, quoi. Oh my God. Moi, le mot agression, non, je l'ai très mal pris. J'étais comme, tu essaies de dire que je suis agressive et tout. Pourtant, il me dit, mais c'est toi qui as fait ta camerounaise d'abord en disant pourquoi. Parce que normalement, si on devait aller dans les règles de l'art, tu aurais dit, ah, c'est super beau ton texte et tout, est-ce que je pourrais l'avoir? Tu vois, moi, j'ai tout de suite dit, pourquoi tu ne me l'as pas envoyé? Tu vois, là, je me le permets, quoi. Et là, quand il me dit, mais tu m'agresses, mais parce que apparemment, c'est une expression au Cameroun pour dire, tu en redemandes, ouais, tu vois, ouais. C'est pas agression, mais je l'ai tellement mal pris. Il m'a dit, tu vois, tu as fait ta camerounaise et puis tu t'es retrouvée canadienne. J'étais comme, ok. Donc, je me surprends souvent dans ça. Et ça rejoint ce que tu disais tantôt, quand tu parlais de mixité. Donc, parfois même, on peut venir du même continent, du même pays, mais on a des cultures différentes. Tu es d'accord avec moi qu'un Ivoirien qui est né au Canada, qui a grandi au Canada, il ne sera pas pareil. Pas du tout pareil qu'un Ivoirien de la Côte d'Ivoire. C'est un peu ça. Et c'est, tu vois, moi, je voulais juste aborder ce côté en disant, voilà les défis Et voilà peut-être comment on peut vous aider. On peut. Bon, moi, dans le roman, le couple se sépare. Le couple finit par divorcer. Non, il n'y avait pas d'aide. Elle était arrivée au bout du rouleau et elle avait surtout, et ça j'ai entendu ça dans beaucoup de couples, qui disaient que parfois, il y avait le défi de... Tu sais, au début, quand tu viens de rencontrer, c'est comme même dans un couple
je veux dire, des mêmes origines, du même peuple. Quand tu viens de rencontrer un homme, c'est tout mignon, c'est Les tout beau. papillons. Voilà, Oh, tu vois, dedans, donc, c'est beau, l'amour. quand il se déshabille, il jette ses vêtements par terre. Oh, chérie, je vais ramasser, t'en fais pas. Et puis, au bout de 3 mois, hey, tu sais pas. Tu sais pas qu'on met ça dans le panier à l'âge, là? Je veux dire. Donc, en fait, les couples que j'ai entendus, il y a vraiment un aspect que j'aimerais aborder ici, c'est le fait d'avoir le sentiment de devoir être comme le guide touristique tout le temps et un peu pour toujours. Tu vois, justement, nos blagues, les blagues ivoiriennes, les blagues africaines, tu vois. Tu as, bon, moi, on m'a dit que je t'ai rendue canadienne, là, mais bon, tu vois, il y a des blagues, si tu me les fais, je vais tout de suite comprendre. Même si je ne connais pas l'expression, même si tu vois, je vais tout de suite me mettre dans l'esprit africain ou camerounais, je vais comprendre. Mais eux, ils disaient qu'avec leur partenaire, ils se retrouvaient à devoir toujours expliquer. Donc au début, c'est mignon. Oui, mais en fait, tu sais, quand Andrea a dit ça, c'est ça qu'elle voulait dire. Tu vois, on va rigoler et tout. Mais après 10 ans, tu es un peu fatigué. Tu commences à te dire, est-ce que l'autre ne pourrait pas faire des efforts, tu vois, pour comprendre aussi, pour s'intégrer, tu vois. Et c'est à ce moment que ça devient délicat parce que on devrait savoir qu'épouser quelqu'un d'origine différente, de culture différente. Tu embrasses toute sa culture. Exactement. Tu vois, ça peut marcher que chacun reste intégralement lui pendant un moment, mais après, la vérité va nous éclater en pleine figure. Et il va falloir prendre des décisions, il va falloir faire du travail ou se dire non, c'est trop lourd, je veux essentiellement rester moi. Je t'ai épousé, toi, pas ta culture, et puis voilà, quoi. En tout cas, c'est une belle réflexion et puis, je pense, je dirais, un bel ouvrage à lire, à découvrir durant cet été, sur une terrasse, en train de prendre une belle boisson, une bonne boisson, pardon, et puis pouvoir lire sur les mariages mixtes, parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans notre communauté. C'est ça, il y en a. On va changer de livre. Si on a encore du temps, j'espère, parce que ce sujet-là, j'aurais continué pendant tellement de temps. Il y a même l'immigration aussi dont on aurait pu parler. Et là, dans l'immigration, j'avoue que je parle un petit peu de mon vécu. Dans ça, tu parles d'immigration, de ton vécu. Je dépose ça, on va en parler peut-être une autre fois, mais dis-moi, qu'est-ce que tu partages comme vécu de ton immigration ici en France? Ok. Oui, parce que j'ai vécu en France avant de venir ici. Et du coup, après plusieurs années, on compare et on se dit les choses ont avancé, les choses ont changé, les mentalités ont bougé, mais non. Je crois que là-dedans, je raconte j'allais renouveler mon titre de séjour à... c'était quoi? C'était une préfecture. Et vraiment, les méthodes, mais super archaïques, c'était en 2007. J'ai toujours l'impression que j'hallucine, quoi. Donc, on est alignés et puis il se met à pleuvoir. Et il fallait y être à 5 heures du matin. Et vraiment, c'est pas la télé, c'est pas les films, c'est pas du pipeau, c'est vrai. Donc, tu as des gens qui... donc, quand on voit les responsables de l'immigration qui rentrent dans leur bureau, et on dit, bon, écoutez, il pleut quand même, on est alignés là depuis 5 heures du matin. Et tu entends des gens te dire, mais rentrez chez vous. Et tu te dis, non, c'est pas... Rentrez chez vous dans votre pays d'origine. Bah oui, rentrez chez vous. Tu vois ce que je veux dire? Et tu te dis, waouh. Et tu te dis, on est en quelle année là, tu vois? Et par contre, moi, j'ai eu un beau contraste quand je suis arrivée au Canada. Je me souviens que j'ai atterri à Toronto la première fois. Et j'ai vu 2 flics noirs et 2 flics blancs qui marchaient ensemble. Et je me suis dit, non, ça doit être l'Eldorado, pincez-moi, je dois rêver. Parce que c'est des choses que je n'ai pas vues souvent en France. Et ça te situe tout de suite sur la mentalité. Donc même si on dit que on éduque les enfants sur le racisme et tout, le tralala, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. En France, même pas seulement en France, au Canada aussi. Canada aussi. Parce que figure-toi qu'au Canada aussi, quand je venais d'arriver, je disais, tu sais, quand on me disait, quand j'entendais des immigrants, me dire qu'ils avaient été victimes de racisme, surtout à Montréal et tout. Je disais non, ça se peut pas. Non, pas le Canada. Non, nous, on aime souvent se plaindre, on aime souvent. Et puis... Quand ça te tape à la face, là, tu réalises que c'est des choses qui arrivent. Tu vois, ça arrive et c'est vrai et c'est pas...
non, c'est pas du tout, enfin, et puis tu peux plus être innocente, en fait, tu redeviens super conscient de tes origines, d'où tu viens, et tu deviens super conscient de ta différence. Et le racisme canadien, moi je l'ai, oui, je l'ai appelé comme ça, je l'ai remarqué surtout dans la question des origines, en fait. C'est à mon tout premier boulot. J'ai un collègue, mon tout premier boulot, c'était vraiment un boulot d'étudiante, je voulais travailler absolument et tout. Et j'étais merchandiser dans un magasin qui faisait les pneus. Et donc, qui faisait dans la vente du matériel automobile, mais plus les pneus. Et donc, j'ai un collègue qui arrive un jour et qui me dit soit dit en passant, Lova, t'es originaire d'où? Et je lui dis du Cameroun. Et il me dit, le Cameroun, c'est où? Je dis, c'est en Afrique. J'ai d'ailleurs écrit un papier dessus qui m'a valu un A+. Et donc, je lui dis, il me dit, mais alors, qu'est-ce que tu préfères entre le Cameroun et le Canada? Et moi, je lui réponds naturellement. On était à la sortie, là, c'était la fin du boulot. Je lui réponds, mais le Cameroun, bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Et là, il a l'air choqué, quoi. Il me dit, quoi? T'es sérieuse, le Cameroun et tout? Je dis, oui, le Cameroun. Il dit, mais... Qu'est-ce que tu fais ici au Canada? Voilà, il ne me l'a pas dit comme ça, parce que je crois que ça allait être super rude. Mais il me dit, mais je croyais que, tu sais, avec la guerre, tu as le sida, des choses comme ça, tu te sentirais mieux ici, parce que voilà. Et là, je suis... Quand tu as vu ta tête, c'est exactement ça. J'étais comme, non, attendez, pincez-moi, c'est pas vrai. Et moi, je le regarde, je lui dis... moi, je viens d'un pays dans lequel j'ai vécu 18 ans avant de partir. J'ai jamais entendu de coup de feu. Je ne sais pas à quoi ressemble un coup de feu, à part à la télé. Je connais des tas de personnes qui ne sont pas séropositives et je connais des gens qui mangent à leur faim, tu vois, qui vivent dans des maisons, des choses comme ça. Comme tu dis, et il avait l'air, d'éducation. c'est ça, il avait l'air choqué. Et moi, ce qui me choquait davantage, c'est que c'était un étudiant. Il faisait des études pour devenir ingénieur. Et tu te demandes, tu sais, à ce niveau de l'intelligentsia, tu as encore des gens qui se disent non, 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 non. En fait, l'Afrique, c'est un endroit où les gens vivent dans les huttes. On vit dans les arbres, oui. C'est ça. Donc... Je te comprends tellement. J'ai vécu moi je l'appelle une micro-agression similaire et que je me permets de parler, je me permets d'en parler dernièrement un peu plus parce que pour moi c'était juste, pas que les autres exagéraient, mais je me dis souvent il faut essayer de comprendre l'autre, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, peut-être que, mais quand je l'ai vécu, là, il n'y a plus de peut-être que là, ça m'a tapé en arrière de ma nuque, là, et puis là, je dis non, il y a besoin d'éducation. Souvent, oui. C'est pas méchant, c'est vraiment de l'ignorance, donc il faut vraiment y aller avec ça. Il va nous rester, je pense, 1 minute et 30 secondes, ça passe tellement vite. Finalement, on avait 3 ouvrages qu'on pouvait discuter, mais on s'est basé sur cet ouvrage-là, et je pense que on a envoyé le bon message. Pour terminer, j'aimerais juste te demander, pour les gens qui ont plein de manuscrits, qui sont cachés en arrière, je ne sais pas, du bureau, je ne sais plus, n'importe quoi, c'est quoi qu'il faut pour pouvoir passer, tu sais, à l'édition maintenant? Alors, je vais essayer de faire ça vite. Si vous avez déjà un manuscrit, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Et il y a 2 manières d'être publié. Il y a la publication à compte d'auteur et la publication à compte d'éditeur. Et à compte d'éditeur, il faut contacter les maisons d'édition. Et c'est pas de la mer à boire. Honnêtement, moi, ce que je conseille à mes coachés, c'est de contacter au moins 30. Il y en aura une qui va vous répondre, au moins une. Okay. Ça, c'est la première chose. Donc, c'est ça. Et puis, le processus, quand on va avec une maison d'édition, ben forcément, elle nous accompagne dans tout le processus. Dans tout le processus. Alors, c'est quoi ta prochaine lecture pour l'été? Alors, la prochaine lecture sur l'été, attends, je ne vais pas donner le titre parce que je ne le connais pas par cœur, mais c'est un livre qui m'a été offert à mon anniversaire en novembre. Okay. Je ne l'ai pas encore lu. La dame est originaire du Cameroun, elle a été lauréate, je crois, du prix... Ça parle de quoi? Il m'en est resté 45. On est juste curieux. Pour te dire, je n'ai même pas lu le résumé, mais je dois le lire simplement parce qu'elle a gagné un grand prix. En France et tout, et voilà, et une amie qui s'est dit, bon, toi, elle est originaire de ton pays, elle fait la vie en ce moment, donc c'est ça. Et quand je cherchais mes livres à emmener aujourd'hui, j'ai revu ce livre, j'ai dit, toi, je vais te lire en été. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Écoute, plaisir de te revoir, pourquoi pas à l'automne, et puis pour les gens qui sont à la maison,
Lova Niambe Bassong, notre auteure et conférencière, est aussi coach. Vous pouvez la retrouver sur les différents médias sociaux à Coach Queen Lova, c'est Oui, ça? Donc, exactement. Coach Queen Lova, elle fait des accompagnements, en particulier des accompagnements aussi pour l'écriture si vous avez envie de faire le saut. On se revoit une prochaine fois pour un prochain épisode de Entre nous Estival. Bye bye.